Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de théorie des groupes, d'introduction à la théorie des groupes. Nous allons parler aujourd'hui du groupe des permutations, qui est, je l'ai déjà dit, la mère de tous les groupes, puisque tous les groupes finis peuvent être vus comme des sous-groupes de ce groupe des permutations. Alors les permutations, en fait, c'est l'ensemble des bijections d'un ensemble. Alors, il est noté de multiples façons, j'ai vu tout et son contraire dans les notations. C'est de toute façon S, S indice n, et S indice n, que ce soit en gothique ici, noté avec une double barre, un peu comme l'ensemble des réels, ou S en script, comme ceci, ou toute autre notation. Disons que la plus courante, c'est encore en gothique. Alors il faut se faire à cette écriture gothique qui est un peu difficile à lire, mais ça c'est donc SN. SN, groupe des permutations. Alors c'est l'ensemble de toutes les bijections de l'ensemble des entiers de 1 à n dans lui-même. Alors cet ensemble, dont on l'appelle donc groupe des permutations de n éléments, et cet ensemble donc est un groupe pour la loi de composition. On a déjà vu que les ensembles de bijections formaient un groupe pour la composition. Alors la différence ici, c'est qu'il est noté multiplicativement. Donc on note pas le rond pour composition, on note juste fois, et on note pas réciproque pour l'inverse, on note moins 1, puissance moins 1. Alors déjà, c'est assez facile d'établir la cardinalité de ce groupe, donc son ordre. C'est un groupe d'ordre n factoriel. Donc n factoriel, c'est le produit de tous les entiers entre 1 et n. Donc par exemple, S4 est d'ordre 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 24. S5 est d'ordre 120. S6 est d'ordre 720, etc. S7 est d'ordre 5040. Donc c'est des groupes qui deviennent très vite grands. Les éléments d'un groupe, d'une permutation, donc, c'est comme ça qu'on appelle les éléments du groupe des permutations, peuvent être représentés sous forme d'un tableau de valeurs. Alors par exemple, si ici sigma, les permutations sont souvent notées par des lettres grecques. Si sigma, c'est un élément de S5, qui est défini par sigma de 1 égale 2, sigma de 2 égale 5, sigma de 3 égale 1, sigma de 4 égale 4 et sigma de 5 égale 3. Alors sigma est représenté par ce tableau de valeurs, entouré de parenthèses, une matrice, mais ça n'a rien, je veux dire, on n'utilise pas souvent les propriétés matricielles pour elle. Et à 1, on fait correspondre 2, à 2, 5, à 3, 1, à 4, 4, à 5, 3. Par exemple, ici c'est l'ensemble de départ et là l'ensemble d'arrivée. 1 va sur 2, 2 va sur 5, 3 va sur 1, 4 va sur 4, 5 va sur 3. L'inverse s'obtient simplement en renversant les rôles, en renversant toutes les flèches et en remettant dans l'ordre. Parce que si on se contente de renverser les flèches, ça ne sera pas dans l'ordre. Donc on remet dans l'ordre. Et donc l'inverse de cette transformation-là, alors 1 va aller sur 3, puisque 3 allait sur 1. 2 va aller sur 1, puisque 1 allait sur 2. 3 va sur 5, puisque 5 allait sur 3. 4 va sur 4, ça il ne change pas. Et 5 va sur 2, puisque 2 allait sur 5. Donc ça, c'est l'inverse. Prenons maintenant une autre permutation, donc sigma et tau, qui sont représentés sous forme de ces deux tableaux-là. Donc j'ai choisi arbitrairement sigma et tau, ici, donc les voici. Sigma tau consiste à faire d'abord tau, puis sigma. Donc ici, au début, on applique tau, puis ensuite on applique sigma. Et ça nous donne une seule permutation. Alors il faut suivre, 1 va sur 4, 4 va sur 4, donc 1 doit aller sur 4. 2 va sur 5, puis 5 sur 3, donc 2 doit aller sur 3. 3 va sur 1, puis 1 sur 2, donc 3 va sur 2. 4 va sur 3, puis 3 sur 1, donc 4 va sur 1. Et 5 va sur 2, qui va sur 5, donc 5 va sur 5. Donc il ne faudra pas oublier de toujours lire, faut toujours lire de droite à gauche ces permutations pour faire correctement le produit. Et puis si on renverse le produit, si on fait tau sigma, donc d'abord sigma puis tau, à ce moment-là, 1 va sur 2 puis 2 sur 5, donc 1 doit aller sur 5, 2 va sur 5 puis sur 2, donc 2 doit aller sur 2, 3 va sur 1, 1 va sur 4, donc 3 aller sur 4, 4, 4, 4, 3, donc 4, 3, 5, 3, 3, 1, donc 5, 1.
Voilà donc des exemples de permutations. Alors on va étudier ce groupe un peu plus en détail. Il se trouve que les permutations en fait se décomposent facilement en ce qu'on appelle des cycles. Alors pour ça il faut introduire la notion de support. Alors support c'est tous les éléments, le support d'une permutation c'est tous les éléments qui sont déplacés par cette permutation. C'est-à-dire généralement une permutation peut laisser des nombres invariants, hein, c'était le cas ici par exemple 5 allait sur 5, là 4 allait sur 4, ici par contre tout était dérangé, puis là 2 va sur 2. Alors une permutation donc a un support, c'est l'ensemble des éléments qui ne sont pas laissés fixes, c'est le complémentaire de l'ensemble des points fixes. Une permutation qui a un support donc qui dérange tout s'appelle un dérangement d'ailleurs. Alors la seule permutation dont le support est vide, c'est-à-dire qu'il laisse tout invariant, c'est l'identité. Ça c'est pas très dur à comprendre. Et autre chose qui est beaucoup plus important et qui pourtant est facile, c'est que deux permutations dont les supports sont disjoints commutent. On peut renverser l'ordre. On a vu dans l'exemple de tout à l'heure que sigma et tau, on ne pouvait pas les renverser. Mais si sigma et tau avaient eu un support disjoint, à ce moment-là, on aurait pu renverser leur ordre sans changer le résultat. Ben pourquoi? Tous les nombres qui sont concernés par sigma ne sont pas concernés par tau, et tous les nombres concernés par tau ne sont pas concernés par sigma. Alors, ça va nous permettre donc de décomposer en cycles. Alors, qu'est-ce qu'un cycle? Un cycle, en fait, c'est une permutation qui a une propriété assez facile. C'est qu'en fait, tous les éléments en fait, s'obtiennent par, disons, tous les éléments qui sont dérangés, donc qui sont dans le support, forment un cycle. Ils tournent entre eux. Donc ça donne ça correspond à une application, donc un K-cycle, correspond à une application qui va de 1 à K dans 1 à N. Alors ça n'est pas important juste pour la longueur. Donc on obtient en fait K nombres différents dans l'ensemble 1 jusqu'à N, tel que le support de sigma, c'est en fait l'image de F, et sur ces éléments de l'image de f, en fait, sigma agit de la façon suivante. Sigma de f de i donne le suivant, f de i plus 1. Et puis, si on est arrivé au bout, ben, ça redonne le premier, f de 1. Donc c'est quelque chose qui tourne en rond, d'où la notion de cycle. Alors un cycle, c'est représenté par les valeurs successives de f, donc on écrit f de 1, f de 2, etc. jusqu'à f de n. Donc en fait, l'image de f de 1 de ce nombre-là, c'est celui-ci, l'image de celui-ci, ce sera f3, etc. Et l'image du dernier nombre, c'est à nouveau le premier, on tourne en rond. Alors par exemple, cette permutation qui est ici est bien un cycle, hein. C'est-à-dire 1 va aller sur 3, 1 va sur 3, 3 va aller sur 4, 3 va sur 4, 4 va aller sur 2, 4 va sur 2, 2 va sur 5, 2 va sur 5, 5 va sur 1, 5 va sur 1. Donc cette suite d'opérations là. Alors le problème c'est qu'il y a des cycles, il y a plusieurs façons d'écrire un cycle. En fait, toutes les permutations circulaires de l'écriture donnent le même cycle. Donc ça, c'est différentes façons d'écrire le même cycle. Il y a 5 façons différentes d'écrire ce cycle-là. Simplement, il suffit de dire par lequel on commence. Ça, c'est une écriture linéaire, alors qu'intrinsèquement, un cycle est circulaire. Alors, d'autres exemples de cycles. Ici, on s'aperçoit que c'est le cycle 2-3, donc qui échange 2 et 3 en fait. Ça, c'est le cycle qui envoie 1 sur 5, 5 sur 2, 2 sur 3 et 3 sur 1. Donc là, 4 ne fait rien. Ça, c'est le cycle qui envoie 1 sur 4, 4 sur 2 et 2 sur 1, donc 3 et 5 ne font rien. Mais il y a des choses qui ne sont pas des cycles. Par exemple, ceci n'est pas un cycle. Voilà, 1 va sur 2, 2 va sur 1, mais 3 va sur 4, 4 va sur 5, 5 va sur 3, 3 va sur 4, etc. Donc c'est comme s'il y avait deux cycles là-dedans. En fait, c'est général. Toute permutation est en vérité un produit de cycles disjoints. Donc pour ça, il suffit de décomposer, en fait, il suffit de se rendre compte d'un sigma est d'ordre fini. Donc pour tout entier, la classe, disons, de tous les endroits où cet entier est promené, c'est-à-dire les images successives de cet entier,
On va appeler ça sa classe. C'est un ensemble fini. Deux éléments plus deux classes sont d'intersection vide si et seulement si les classes sont d'intersection non vide si et seulement si les classes sont égales. Donc ça permet de décomposer l'ensemble des entiers de 1 à n comme une réunion disjointe de ces classes-là. Puis on prend du coup, sur chacune de ces classes, en fait sur chacune de ces classes, sigma agit comme un cycle, donc on va juste prendre la partie cyclique sur cette classe, et sigma s'obtient finalement comme le produit de tous ces cycles-là. Et ce sont des cycles disjoints par construction. Pour un cycle de longueur L, donc un L-cycle, l'ordre est facile. L'ordre, c'est simplement sa longueur. Donc un 2 cycles est d'ordre 2, donc son carré donnera l'élément neutre. Un 3 cycles est d'ordre 3. Un 18 cycles sera d'ordre 18. Maintenant, si on a écrit notre permutation sous forme de cycle disjoint, entre eux ils commutent, donc on peut remettre ça dans l'ordre. Ça veut dire que pour que sigma à une certaine puissance soit l'élément neutre, il faut que les puissances de tous les cycles à la fois soient l'élément neutre, donc il faut pour cela que ce soit le plus petit commun multiple de leur ordre, donc de leur longueur. Pour être cohérent, il convient d'établir la convention suivante, c'est que l'identité est un cycle de longueur 1. Et à chaque élément, si on fait ça, à chaque élément du groupe des permutations, donc à chaque permutation correspond une partition en cycle. Donc écrire l'entier n sous une partition comme somme d'entiers. Donc si on écrit les longueurs, de chacun des cycles qui apparaissent, et en particulier chaque fois qu'il y a des points fixes, c'est comme s'il y avait un cycle de longueur 1, la somme de toutes ces longueurs donne n tout entier. Et puis ensuite, ça veut dire en fait qu'en général n factoriel n'est jamais atteint, quasiment jamais atteint. Il n'y a pas d'élément d'ordre n factoriel. Les transpositions en fait sont encore une simplification de l'écriture d'une permutation, une autre façon de les écrire. Alors déjà une remarque, c'est que quand on a un cycle, l'inverse d'un cycle, il suffit juste de lire le cycle à l'envers. Donc ça c'est facile. Et une autre remarque, c'est que lorsqu'on conjugue un cycle par une permutation, eh bien, ou on peut aussi, le cycle obtenu, c'est simplement les images. C'est le cycle déterminé par les entiers qui sont les images en fait par sigma de chacun des entiers qui apparaissent dans le cycle. Donc, il suffit pour cela en fait d'appliquer froidement je veux dire la définition, sigma tau sigma inverse en sigma de IL. Sigma inverse sigma, ça disparaît, donc c'est sigma tau de IL, ce qui nous fera ici sigma de IL plus 1. Donc à sigma de IL correspond sigma de IL plus 1. Pour le dernier, c'est facile, on va revenir à sigma de I1, et si on n'est pas dans le support de tau, il ne se passe rien. On obtient en fait sigma inverse de sigma j, ce qui redonnera sigma j. Donc pour eux, il ne se passe absolument rien. Alors, armé de toutes ces propriétés, on va pouvoir décomposer en transposition. Donc un 2 cycle, c'est une transposition, c'est son nom. Et les transpositions donc sont des cycles qui sont leurs propres inverses. Ce sont les seuls d'ailleurs. Et la propriété, c'est que tout cycle s'écrit comme produit de transposition, en fait, sous cette forme-là. Alors la preuve, c'est une preuve par récurrence. Je crois que je vais vous laisser la lire, il n'y a pas beaucoup de difficultés là-dedans, si ce n'est qu'il faut la faire par récurrence. Donc on la fait petit à petit, et puis après il faut voir l'image, faut regarder l'image par ce produit de chaque entier, puis on tombe sur la bonne conclusion. Une autre propriété qu'on a vue, qui est une conséquence de celle-ci, c'est qu'à l'aide de transposition, on peut aller des transpositions 1i, donc 1, 2, 1, 3, 1, 4, etc. On peut écrire toutes les transpositions, quelles qu'elles soient.
Donc la transposition 4, 5 s'écrit, c'est en fait 1, 4, 1, 5, 1, 4. Conséquence de ça, c'est que le groupe des permutations est engendré par ces n-1 transpositions ici. Donc on sait engendrer tout le groupe, on connaît un ensemble de générateurs qui est assez petit, qui est nécessaire en fait, on ne peut pas en oublier un seul dans ce cas-là, donc on connaît un ensemble de générateurs du groupe Sn. Si encore une propriété, hein, si on prend des entiers I1 jusqu'à IK, tels que 1, I1, I2 et 3 jusqu'à IK sont tous distincts, donc aucun des I1 et IK peuvent être égaux à 1, hein. Donc 1 n'est pas dans cette liste-là. Donc s'ils sont tous distincts, le produit de tous ces éléments-là donne ceci. Donc ça nous donne un K cycle, un K plus 1 cycle, pardon. Et comme c'est un K plus 1 cycle, il est d'ordre K plus 1. Donc le produit de K de ces 10 générateurs, si on en prend K et qu'on fait leur produit dans n'importe quel ordre, on obtient un élément d'ordre K plus 1. Alors, regardons la structure de S3 par exemple. S3 contient l'identité, 3 transpositions et 2 produits de transpositions ou des 3 cycles. 2-3 cycles. Et si on regarde bien, ici, les permutations peuvent être divisées en 2 catégories, celles qui ont 0 ou 2 transpositions et celles qui ne sont qu'une seule transposition. Et on peut essayer de les écrire autrement, on aboutira toujours, dans le cas de l'identité ou des 3 cycles, à un produit de nombre pair de transpositions, et dans le cas des transpositions, à un produit de nombre impair de transpositions. C'est une propriété qu'on aimerait bien prouver, et ça va être le but de la signature. Alors, la signature, c'est une application, une fonction qui prend une permutation et qui lui associe un nombre rationnel. Pour l'instant, c'est un nombre rationnel, on verra plus tard que c'est encore plus simple que ça. Alors on fait simplement, on prend tous les couples d'entiers avec i strictement plus petit que j, et on fait la différence sigma j moins sigma i sur j moins i. Donc en gros, ici c'est très facile, hein, ceci n'est jamais nul, hein, j est toujours différent de i, et en gros, ce qui va arriver, c'est qu'on va juste compter le nombre de fois que j et i sont renversés. Et c'est le premier but, d'ailleurs, on va montrer que c'est ça. Alors, ici, on n'a pas besoin de maintenir l'ordre entre i et j, on n'a pas besoin de savoir que i est le plus petit et j est le plus grand. En fait, il nous suffit de connaître toutes les paires d'entiers différents et de faire vraiment la différence sigma j moins sigma i sur j moins i. L'important, c'est que l'ordre ici soit le même, mais qu'en fait, on peut renverser les rôles de j et de i, ça ne change rien. Une propriété, donc, ça va être que la signature, une propriété, ça va être que en fait, cette chose-là va être le produit de tous les signes de sigma j moins sigma i, et donc que c'est plus ou moins 1. Alors regardons la preuve de ça. En fait, il suffit de remarquer, on va prendre cette version-là, il suffit de remarquer qu'en fait, l'ensemble des paires d'entiers sans ordre différents, si on regarde l'ensemble des paires d'entiers sigma i, sigma j avec i et j différents, on obtient le même ensemble. Sigma est une bijection, donc écrire ij ou écrire sigma i, sigma j, ça va revenir au même, si on ne tient pas compte de l'ordre. Donc les produits qui sont là sont égaux au signe près. La différence de signe est tenue compte par cette chose-là, donc par la signature. Donc la signature, du coup, c'est un homomorphisme du groupe des permutations dans le groupe multiplicatif moins 1, 1. Alors, c'est extrêmement facile à démontrer, même si ça a l'air compliqué comme ça, c'est juste tout simple. On prend, elle est bien définie, la valeur dans moins 1, c'est ce qu'on a vu. On va prendre la signature de sigma fois tau. On va pouvoir réintroduire, donc on fait quelque chose qu'on fait tout le temps en mathématiques, c'est réintroduire tau j moins tau i, mais il faut le simplifier, donc on introduit comme ceci. Donc on obtient ces deux produits ici. Donc sigma tau j moins sigma tau i sur tau j moins tau i et tau j moins tau i sur j moins i. Chacun, on va s'attendre à ce que ceci soit la signature de sigma et ceci la signature de tau. Alors, ici,
Donc là, on voit déjà la signature de tau, il n'y a rien à faire, hein, c'est déjà bon. Ici, il faut juste voir que ceci est la signature de sigma. Alors, comme tau est une bijection aussi, on pourrait réécrire ça comme ça, hein, c'est le même coup que tout à l'heure pour l'autre théorème, pour la proposition précédente. Donc, en fait, tau j et tau i vont parcourir tous les entiers. Et finalement, qu'on l'appelle tau j et tau i ou ij, ça revient au même, donc ça nous donne juste ceci, avec ici j moins i et pas tau j moins tau i. Erreur, hein, nous supprimer ces tau ici. Et ça nous donne donc signature de sigma fois signature de tau. Pour les transpositions, la signature vaut moins 1. Ah, ça, c'est facile. Et plus généralement, pour un cas cycle, la signature, c'est moins 1 puissance k moins 1. Donc pour un 3 cycle, c'est moins 1 au carré. Pour un 4 cycle, c'est moins 1 au cube. Pour un 5 cycle, c'est moins 1 puissance 4, etc. Donc, un corollaire de ça, c'est que toute permutation est produite soit d'un nombre pair de transpositions, auquel cas on appelle ça une permutation paire, soit d'un nombre impair de transpositions, et on appelle ça une permutation impaire. Pourquoi? Tout simplement parce que les permutations paires sont celles qui sont dans le noyau de sigma. Pour calculer cette signature d'epsilon, pour calculer donc la signature d'une permutation, il y a plusieurs façons de faire. D'abord, si on connaît sigma comme produit de cycles disjoints, on n'a qu'à regarder ceux de longueur paire. À ce moment-là, la signature de sigma, c'est moins 1 puissance ce nombre de cycles de longueur paire. Et puis, un peu plus compliqué, mais assez joli, c'est si sigma est un produit de m cycles disjoints. Donc si on a écrit vraiment sigma comme un produit de m cycles disjoints, et qu'on compte les points fixes comme étant des 1 cycle, on a besoin de ça, alors la signature de sigma, c'est moins 1 puissance n moins m. La preuve est assez facile, en fait, il s'agit d'un calcul de congruence. Donc si K1 jusqu'à Kp, c'est la longueur des cycles, c'est le nom des cycles de longueur paire, et L1 jusqu'à LQ, c'est la longueur des cycles de longueur impaire. À ce moment-là, avec les cycles de longueur 1 compris, à ce moment-là, n c'est la somme de toutes ces longueurs. Hein, c'est pour ça qu'on avait besoin des cycles de longueur 1. Et m c'est p plus q. Maintenant, n, il est égal à cette somme-là, donc il lui est congru, entre autres. Maintenant, tous les K1 jusqu'à Kp sont pairs, donc on peut les oublier modulo 2, ils n'interviennent pas. Les 1 jusqu'à LQ, eux, sont impairs, donc ils sont tous congrus à 1. Et il y en a Q en tout, donc n finalement est congru à Q modulo 2. Donc n-m, qui est donc P, congru à Q moins P plus Q, on est modulo 2, donc Q plus P plus Q, ça nous laisse juste P modulo 2. Donc, ça veut dire que moins 1 puissance P est égal à moins 1 puissance n moins m. Alors, puisqu'on a un homomorphisme, on a un noyau, et ce noyau est appelé le groupe alterné. Alors, en gothique, ici, vous avez A indice n. C'est difficile de se rendre compte que c'est un A, mais c'en est bien un. Ceci est un A et c'est le noyau de la signature. Donc c'est le groupe alterné, c'est tous les éléments, toutes les permutations dont la signature vaut 1. Alors propriété extrêmement facile, assez immédiate par le théorème d'isomorphisme, c'est le quotient c'est moins 1, 1, et du coup l'indice vaut 2, et l'ordre du groupe alterné c'est donc n factoriel sur 2. Par exemple, voici quelques groupes alternés. Alors voici U2 qui est juste réduit à A2 qui est juste réduit à l'identité, A3 qui est ceci, A4 il commence à être un peu plus grand, il est d'ordre 12, donc il y a l'identité, il y a ces 3 produits de 2 transpositions disjointes, il y a ces 3 cycles ici, et ces 4 cycles ici. Parlons un peu plus du groupe alterné. Alors le groupe alterné, en fait, on peut voir qu'il a engendré
par les 3 cycles. Et on peut même faire mieux, hein, il est engendré que par certains 3 cycles. Hein. Voici un système de générateur un peu plus simple de certains 3 cycles. Il y en a plein d'autres qu'on peut utiliser. Il y en a même qui sont plus économiques que ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est un produit de 3 cycles? En fait, tous les 3 cycles étant des permutations paires, ce sont forcément des éléments du groupe alterné, donc ça c'est sûr. Maintenant, il faut se rendre compte qu'un produit de 2 transpositions est toujours un produit de 3 cycles. Donc un produit de 2 transpositions, si c'est la même, c'est l'identité. Si elles ont un seul élément commun, c'est un 3 cycles. Et si elles n'ont aucun élément commun, alors on peut les écrire en fait comme produit de 2-3 cycles. Donc en gros, un produit de 2 transpositions est toujours un produit de 3 cycles. Et comme toute permutation paire, c'est un produit de nombres pairs de transpositions, ben, on obtient que tout suit. C'est-à-dire que tout élément du groupe alterné est un produit de 3 cycles. Et maintenant, pour voir que ceci est une famille de générateurs, il suffit de remarquer que par conjugaison entre eux-mêmes, on finit par obtenir à peu près tous les 3 cycles. Alors, il y a des cas, il faudrait distinguer des cas, qu'est-ce qui se passe si K égale J, etc. Donc, à la distinction des cas près, quand on étale le tout, c'est facile, on arrive à voir que ça engendre tout le groupe alterné. Alors, une conséquence de ça, qui est extrêmement importante, mais pour plus tard, hein, mais c'est vraiment un coup de tonnerre dans la théorie des groupes, quand on voit ça pour la première fois, c'est que le seul sous-groupe distingué du groupe alterné, quand n est plus grand ou égal à 5, c'est soit le groupe trivial, soit le groupe alterné lui-même. Alors la preuve est longue, mais en gros, je vais vous expliquer rapidement en quoi elle consiste, et je vous laisserai lire. Bon, d'abord, il faut se rendre compte que pour montrer, donc on va prendre un sous-groupe, hein, la seule chose à faire, c'est de montrer que ce sous-groupe distingué du groupe alterné, s'il est non trivial, il faut montrer qu'il contient au moins un 3 cycles. S'il contient au moins un 3 cycles, ben, par conjugaison avec le groupe alterné, les éléments du groupe alterné, ben, il va tout contenir. Il va contenir tous les 3 cycles. Donc, ce qu'on va faire, c'est choisir un élément non trivial de ce sous-groupe distingué. Comme ce n'est pas l'identité, on peut trouver des éléments A et B tels que sigma de A égale B et sigma de A est différent de A. Donc, on prend d'abord 2 éléments comme ça. Et là, on se sert du fait que n est plus grand ou égal à 5. Comme n est plus grand ou égal à 5, on peut trouver un élément C tel que sigma inverse de A qui est différent de sigma inverse de A, de B et de sigma de B. Donc il n'est ni l'image de A, ni l'image de B, et son image n'est ni A ni B. C'est ça qui est important. Donc un élément qui n'est pas dans ces 4-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de n plus grand ou égal à 5. Maintenant, on va prendre tau, le 3 cycles suivant. Alors on ne dit pas qu'il est dans H. Hein. Tau, le 3 cycles ABC. Par conjugaison, tau sigma tau inverse, ça c'est un élément de H. Et fois sigma inverse, ça va encore être un élément de H. Donc cette chose-là, hein, puisque H est distingué, est encore un élément de H. Maintenant, tau sigma tau inverse sigma inverse, on peut déplacer les parenthèses et s'apercevoir que c'est tau fois la conjugaison de tau inverse par sigma. Donc on s'est réduit, hein, ça on sait que ça va être un 3 cycles, et donc ça va être un produit de 2-3 cycles différents. Et maintenant, le but, c'est à partir d'un produit de 2-3 cycles, reconstruire n'importe quel, au moins un 3 cycles. Alors, continuons. Donc, il y a 4 cas différents. Alors, si sigma de B, c'est A, donc en fait, si AB forme une transposition, c'est ça, et que sigma de C, c'est C, ben, il suffit de calculer, on trouve immédiatement un 3 cycles. Si sigma de B c'est A, donc si on a encore AB qui forme une transposition en fait, et que sigma de C c'est un élément D qui est différent de A et B et de C. Hein. À ce moment-là, ben, en faisant les calculs, on tombe sur AC BD, donc un produit de 2 transpositions ici. Maintenant, comme n est plus grand ou égal à 5, on peut trouver un élément E qui n'est pas
qui est ni A, ni C, ni B, ni D, et par conjugaison, H doit contenir A, C, B, E. Il suffit en fait d'échanger les rôles de D et de E. Et en multipliant donc ces deux produits de deux transpositions, on trouve finalement un 3 cycles. Même chose, maintenant si sigma de B c'est différent de A, c'est un élément D, et sigma de C égale C. À ce moment-là, on obtient quelque chose d'analogue au résultat précédent. On s'aperçoit que en fait tau sigma, tau inverse, sigma inverse, le commutateur en fait de tau et sigma, est ici un produit de deux transpositions. Et en changeant, puisqu'il existe un autre élément, un cinquième élément au moins, on peut changer ça de la même façon et on obtient à nouveau un 3 cycles. Et finalement, troisième cas, c'est que B ne redonne pas, donc sigma de B c'est un élément D qui est différent de A, et sigma de C c'est un élément E qui est différent de A, B et D. Par choix de C, il doit être différent de ces trois-là. Alors, dans ce cas-là, on obtient un 5 cycles. Alors c'est un peu plus compliqué, mais dans le cas où on obtient un 5 cycles, aussi par conjugaison, on arrive à ce 5 cycles, pas facile à dire, ce 5 cycles-là. Et le produit de ces deux 5 cycles, si on fait le calcul, c'est un 3 cycles. Voilà, donc dans tous les cas, un sous-groupe distingué, deux groupes alternés, contient un 3 cycles. Et par conjugaison par le groupe alterné, il contient tous les 3 cycles. Et du coup, il est égal à tout le groupe alterné. Alors ce qui se passe, ça mérite une petite définition. Un groupe est dit simple si ses seuls sous-groupes distingués sont le sous-groupe trivial et le groupe lui-même. Alors ce qu'on vient de voir, c'est que AN, le groupe alterné, est simple quand n est plus grand ou égal à 5. Alors je l'ai mis en grand, c'est pas pour rien. Et puis finalement, petit résumé de ce qu'on a vu sur le groupe alterné. Donc voici, vous pouvez y mettre sur pause si vous voulez. On a vu le cas, donc quand n vaut 1, Sn c'est le groupe trivial, donc An c'est aussi le groupe trivial, c'est le seul cas où ils sont égaux d'ailleurs. Quand n vaut 2, Sn c'est juste le groupe cyclique, et An est trivial. Quand n vaut 3, il y a 6 éléments, Sn est non commutatif, mais il contient An qui est cyclique, donc un groupe abélien, et qui est son sous-groupe distingué. Quand n est plus grand ou égal à 5, on a vu que Sn est d'ordre n factoriel, il est non commutatif, An est d'ordre n factoriel sur 2, il est non commutatif et simple, il reste juste le cas n égale 4. Alors dans le cas n égale 4, An n'est pas simple, il admet bien un sous-groupe distingué et il est formé, ce sous-groupe, des produits de deux transpositions disjointes. En fait, si on regarde bien, les produits de deux transpositions disjointes dans S4 sont stables, ça forme un sous-groupe. Et ça forme un sous-groupe qui est un sous-groupe distingué. Voilà, on a fait le tour, disons, fait un survol de ce groupe des permutations. Il y aurait tellement à en dire, bien sûr, partout. Les maths sont infinies. Mais donc c'est, disons, déjà un très très beau résultat. Vous pourrez vous vanter d'avoir vu que AN était simple. C'est un énorme résultat. On pourra voir, j'espère qu'on aura l'occasion de voir plus tard, une application de ce résultat, qui est assez surprenante en fait. Voilà, je vous souhaite, et qui est même une des raisons pour lesquelles on a inventé la théorie des groupes au départ. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.